Donner du temps, donner du sens, donner de l'importance. Croire en l'avenir, croire possible, croire en vos chances. Prêter l'oreille, prêter main forte, prêter assistance. Tenir la distance, tenir parole, tenir les délais. Nous tenir prêts, à vous soutenir. 120 victoires gravées, 120 tempêtes bravées, 120 sommets gravis, 120 bougies mais la même flamme au fond des yeux. Chaque année plus expérimentée, chaque jour plus audacieux. Du haut des cimes ou du bas de l'échelle, du pied des gratte-ciel aux neiges éternelles, nous gardons les pieds sur terre pour mieux regarder vers le ciel. Et ouvrir de nouvelles voies, ouvrir les bras, ouvrir les yeux, découvrir, viser juste, viser les jeux, viser les cieux, jouer franc jeu, jouer sérieux, jouer en équipe, supporter vos couleurs, porter attention, porter nos valeurs, hisser haut et fier, le mot populaire. Rêveurs entrepreneurs, fonceurs entreprenants, artistes, acteurs, artisans. D'une grille d'accords de guitare aux grilles d'un piano, au fil de l'eau sur une grille de départ, chaque nouvelle aventure est un cadeau. Refusons de remettre le futur à plus tard. Alors, partir devant, partir confiant, partir de rien, révéler les idées, relever les défis, édifier les rêves qu'on croyait impensables, dessiner un paysage durable, grandir ensemble et brandir vers l'avenir un visage responsable, se sentir capable, se sentir à sa place partout et surtout proche de vous, pressentir et changer d'approche, changer la donne, changer les regards, échanger, s'inscrire dans le territoire, écrire ensemble l'histoire, décrire une trajectoire des racines aux étoiles, bâtir un nouveau, bâtir un bateau et souffler dans les voiles. Chaque foulée emplie d'envie, chaque obstacle franchi, chaque objectif rempli nous élève. De la sueur à la sève, chaque projet est pétri de la matière de nos rêves. Le cœur a ses raisons, certes, mais nous préférons mettre l'être humain au cœur de notre raison d'être. Chers clients sociétaires, chers administrateurs, chers conseillers territoriaux, mesdames et messieurs les représentants des chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, chers partenaires, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Et quel plaisir d'être avec vous ce soir, quel plaisir pour tenir ici à Valence, dans cette si belle ville, notre Assemblée Générale Mixte de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Alors avec Daniel Cariotis, le directeur général de la Banque, qui nous rejoindra dans un court instant, avec Éric Grevel, secrétaire général également, qui viendra me rejoindre, et l'ensemble des collaborateurs de la Banque ici présents, nous sommes vraiment très très heureux ce soir d'être avec vous sur ce beau territoire. Je tiens à remercier aussi Monsieur Chaffois, délégué aux finances de la ville de Valence, d'être parmi nous ce soir. Merci à vous tous donc de nous accueillir sur ce territoire si dynamique, si attractif. Territoire reconnu bien sûr comme terre de la gastronomie, mais pas seulement. Territoire reconnu dans de nombreux secteurs comme l'agriculture, comme la viticulture, mais combien même l'industrie. Mesdames et messieurs, c'est vous, commerçants, c'est vous, entrepreneurs, qui au fil des années avez construit, avez développé ce territoire. Vous l'avez développé à travers du travail, à travers vos idées, à travers vos compétences, pour devenir aujourd'hui un beau et attractif territoire. Depuis 1919, la Banque Populaire a toujours été à vos côtés sur ce territoire. 1919. Au fil des années, la banque s'est transformée pour devenir la Banque Populaire de la région dauphinoise, puis la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, et encore la Banque Populaire des Alpes. Et enfin, en 2016, nous avons donc décidé de regrouper la Banque Populaire des Alpes, celle de Lyon et celle de Clermont, pour former cette grande et belle banque, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui aujourd'hui donc regroupe plus de 3200 collaborateurs et qui est répartie sur 15 départements, les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, plus 3 autres, la Corrèze, les Hautes-Alpes
et les Alpes de Haute-Provence. Et toutes ces étapes ont permis à la banque de grandir, mais surtout d'avoir la capacité à financer le développement de tous ceux qui entreprenaient et qui entreprennent sur ce territoire. Alors, depuis ses origines, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes est une banque coopérative. Et permettez-moi de prendre quelques instants sur le modèle de cette banque. Parce qu'il y a 3 caractéristiques que j'aimerais partager avec vous ce soir. La première, déjà, c'est qu'une banque coopérative, elle appartient à ses clients sociétaires. Vous êtes les propriétaires de la banque. Plus de 340 000 clients sociétaires à la banque, et donc vous détenez 100%, nous détenons 100% du capital de la banque. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des commerçants, vous êtes des particuliers, tous ensemble, nous sommes donc propriétaires de la banque. La deuxième caractéristique, qui est également très importante, et elle est marquée là en grand, c'est la proximité. La proximité, puisque cela signifie que chaque euro collecté par la banque est réinvesti sur le territoire. Chaque euro. Et donc, vous contribuez, vous, clients sociétaires, au financement de l'économie réelle et locale. Alors, comme on a la chance d'être sur une magnifique région, et vous savez que cette région, c'est la première région industrielle de France, j'en profite pour saluer le président de la Chambre de commerce régionale de commerce et d'industrie, M. Guérand, qui est avec nous ce soir, qui est également administrateur de la banque. Et cher Philippe, tu le sais comme moi qu'il y a beaucoup à faire pour accompagner toutes ces PME, toutes ces ETI sur ce territoire et tous ceux qui entreprennent. Et puis, ce sont les accompagnements d'aujourd'hui, mais en même temps, la banque, elle se prépare pour demain. Et c'est ce qui a été fait à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes il y a 3 ans par Daniel, le directeur et ses équipes, est juste remarquable. Ils ont créé la Banque de la transition énergétique. Vous savez que la transition énergétique est devant nous et elle va bouleverser donc nos habitudes et nos vies. Et donc, à la Banque populaire, on s'y prépare. Et depuis 3 ans, ce sont plus de 4000 projets qui ont été financés, plus de 300 millions d'euros qui ont été mis dans la transition énergétique. Donc non seulement on finance aujourd'hui ces projets, mais on prépare aussi la banque demain pour accompagner les futures générations. Et puis, toujours pour renforcer ce modèle de proximité, cette valeur de proximité, nous avons créé sur les territoires des conseils territoriaux coopératifs. On a bien sûr un conseil d'administration à Lyon, j'y reviendrai, mais on a jugé utile d'avoir des conseils sur l'ensemble du territoire, et il y en a 8. Et je tiens à saluer M. Porcel, donc le président du CTC de la Vallée du Rhône, et tous les conseillers qui sont là ce soir. Et d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'on aura l'occasion d'entendre M. Porcel. Et enfin, la troisième caractéristique qui tient à cœur et qui fait vraiment référence par rapport dans une banque coopérative, c'est les valeurs de transparence et de solidarité. Et les valeurs de transparence, mesdames et messieurs, tout à l'heure, donc Daniel, le directeur, va nous détailler en toute transparence l'activité de 2022, les résultats de 2022. Et concernant la solidarité, ça sera donc la deuxième partie de la soirée. Et nous verrons ensemble comment la banque accompagne également les associations locales, ceux qui, d'une manière plus collective, interviennent sur le territoire aussi. Et donc, on le fera à travers la fondation. Vous verrez que la Banque populaire a créé une fondation. J'en profite pour saluer Anne Damon, qui est la présidente de la fondation, mais on y reviendra donc dans la deuxième partie de cette soirée. Il me semblait important d'insister sur ce modèle coopératif qui est un modèle vraiment vertueux. Surtout en ce moment, lorsqu'on entend que certaines banques ont des difficultés, il est quand même très important de bien comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait la différence de notre banque et pourquoi notre banque est si solide et pourquoi elle est en capacité d'accompagner donc les hommes et les femmes qui vivent et qui entreprennent sur ce territoire. Et donc et Daniel, une fois encore, avec ses équipes, ont construit une raison d'être que vous avez vue dans le film. On l'a fait bien sûr en étroite
collaboration avec les membres du conseil d'administration, construire un futur durable et responsable aux côtés des femmes et des hommes qui vivent et qui entreprennent sur ce territoire. Voilà la raison d'être, mesdames et messieurs, de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà également ce qui fait sa différence par rapport à d'autres banques. Et vous pouvez compter donc sur l'engagement non seulement des administrateurs, mais tout l'engagement des collaborateurs. Et je tiens à saluer ce soir l'ensemble des collaborateurs de la banque et aussi les nouveaux collaborateurs. On a invité ce soir ceux qui viennent de rejoindre la banque et on tient aussi à leur faire passer le message que déjà de les remercier pour leur confiance de venir à la banque et de leur dire qu'ils rentrent dans une entreprise qui est solide, ils rentrent dans une entreprise qui va permettre de leur donner des possibilités d'évoluer, de s'épanouir, d'apprendre, de grandir, de prendre aussi plus de responsabilités à l'avenir. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est, à la Banque populaire, on compte sur cette fidélité des collaborateurs et on travaille beaucoup à faire en sorte qu'on puisse privilégier la promotion également interne à la banque. C'est comme ça qu'on conserve la culture de l'entreprise et donc c'est également quelque chose de très important. Voilà, mesdames et messieurs, donc encore une fois, merci à tous pour votre présence, merci à tous pour votre confiance aussi à la banque. Et puis, il m'appartient donc à présent de vous présenter les membres du conseil d'administration. Ce sont donc les personnes qui vous représentent. Donc, ce sont en majorité, donc, il y a 14 administrateurs avec une répartition homogène entre des femmes et des hommes. Ce sont majoritairement donc des chefs d'entreprise. Et puis, ce sont des personnes qui viennent sur les différentes parties du territoire. Moi-même, je suis de la Haute-Savoie. Et donc, et qui représentent les différentes diversités, qui représentent les différents métiers que possède ce territoire. Alors, je tiens vraiment à les remercier et puis à leur dire qu'ils passent beaucoup de temps pour la banque et on passe de plus en plus de temps pour la banque. Et donc, vraiment à leur dire un grand merci pour leur engagement, leur fidélité, pour tous les travaux qu'ils font pour la banque. Vous pouvez compter sur leur implication. On travaille sur, bien sûr, l'élaboration de la stratégie de la banque, dans le contrôle de ses résultats et de ses risques. Et c'est vraiment ce qui caractérise l'équilibre et la gouvernance des banques populaires. Alors, il y a un point quand même qui est de plus en plus important et qu'il faut aussi savoir, c'est que les expertises et les compétences donc, de l'ensemble de ces membres du conseil d'administration sont des critères exigés et évalués maintenant par la Banque centrale européenne. Voilà, donc ce qui demande beaucoup d'engagement et encore une fois, vous pouvez compter sur l'ensemble de ces administrateurs pour vous représenter. Voilà, mesdames et messieurs, donc à présent, nous allons tout d'abord procéder à la désignation de 2 scrutateurs et d'un secrétaire. Donc je vous propose comme scrutateur Jean-Pierre Pedreno et Stéphane Valentino, et comme secrétaire, M. Eric Grevet, donc à qui je vais laisser la parole dans un petit instant. Il va falloir qu'il me rejoigne pour cela. Et on peut l'applaudir. Première formalité, c'est de vérifier que notre Assemblée peut effectivement bien se réunir et décider. Donc la feuille de présence vient d'être arrêtée. Nous avons 68 259 sociétaires qui sont présents, représentés ou qui ont voté par correspondance ou par e-vote, donc sur un total de 335 000 sociétaires. Ils possèdent 29 685 244 parts sociales, ce qui représente 27,71% des parts composant le capital social. Donc le quorum sur une assemblée générale mixte, comme celle d'aujourd'hui, c'est 25%. Donc voilà, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut donc délibérer. Voilà.
Donc les éléments mis à disposition des sociétaires, donc ce sont ceux qu'on a habituellement, qui ont d'ailleurs été aussi adressés à ceux qui l'ont demandé, donc les lettres de convocation, l'avis de convocation, le compte de résultat, le bilan, les annexes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le rapport du conseil d'administration à l'Assemblée générale, les rapports des commissaires aux comptes, le texte des résolutions et voilà. Alors l'ensemble des comptes annuels, rapports et tous les documents ont été tenus à disposition des sociétaires ou adressés aux sociétaires qui nous ont fait la demande conformément au texte en vigueur. Très bien, merci Eric. Donc la présente Assemblée générale mixte est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant. Voilà, donc il va s'afficher. Je ne vais pas le lire en détail, vous l'avez. Et donc, voilà, on va donc parcourir ces différents points de l'ordre du jour. Donc, dans un court instant, en attendant donc les formalités d'usage étant accomplies, et avant donc de laisser la parole au directeur général Daniel Cariotis, donc je vous propose qu'on visionne une vidéo pour vous présenter la conjoncture économique et qui est présentée par Jean-François Robin, qui est le directeur mondial de la recherche de Natixis. Bonjour Jean-François. Bonjour Marina. Alors, pas de point de conjoncture économique sans parler inflation. D'après toi, la hausse des prix va-t-elle continuer à s'accélérer ou peut-on espérer qu'elle se calme un petit peu ? Effectivement, c'est dur de parler de conjoncture sans inflation. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que l'inflation mord le pouvoir d'achat, donc influe sur la consommation, elle influe sur les entreprises et elle incite les banques centrales à monter les taux et donc à ralentir les économies. Donc effectivement, si on veut voir d'où va la conjoncture mondiale et française en particulier, il faut regarder où va l'inflation. Alors c'est un peu difficile, ça fait maintenant presque 2 ans qu'on dit qu'elle est temporaire, qu'elle va finir par baisser, mais là, force est de constater quand même que ça baisse. On était en zone euro, typiquement, on était à 10,7 en mois d'octobre. Là, on est en train de passer sous les 7%. On a des prix de l'énergie qui sont très fortement revenus à la baisse. On avait des prix du gaz qui étaient à 340 € le TTF. C'est l'indice européen pour jauger du gaz. On est aujourd'hui à 41 €. Vous prenez le prix du pétrole, on est à 140 $, on est aujourd'hui à 80. Et même l'alimentation, finalement, quand vous prenez les prix du blé, on est revenu au niveau d'avant la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On est à moins 53% sur les prix du blé. Donc on voit bien que les prix des intrants sont en train de baisser. Aujourd'hui, ce qui prend le relais dans l'inflation, c'est plutôt les prix des services et surtout les prix de l'alimentation. Et c'est bien de ça que tous on regarde avec des effets un peu de bord, puisqu'on a une inflation qui est différente selon les niveaux de revenus. Typiquement, pour les 40% des ménages les plus pauvres, le panier de la consommation, c'est entre 18 et 19% de leur panier de consommation. Les 20% les plus riches, ça va être que 14%. Donc, il y a vraiment des différences et des inégalités face au prix de la consommation, des prix des biens alimentaires notamment. Et donc, c'est très important de regarder ça. Et aujourd'hui, quand on décompose ça, ce qui explique l'inflation, et c'est un petit peu ce qu'est en train de regarder la Banque centrale, c'est plutôt des comportements de marge. En fait, les prix des intrants, je le disais, le blé est en train de baisser, mais les prix de l'alimentation, on l'a vu encore au mois de février, au mois de mars, on est sur du 15, du 16% de hausse. Et on voit que les prix montent, mais alors que les prix des intrants, eux, baissent. Donc qu'est-ce qui explique ça ? C'est que les marges restent très élevées. La vraie question des prochains mois, c'est est-ce que ça va rester élevé comme ça ? Ou est-ce que ça va baisser ? C'est vraiment le central dans ce qui va se passer dans le futur. Or, on a quand même tendance à penser qu'aujourd'hui, la consommation elle temporise un petit peu, elle traîne du pied, notamment sur l'alimentaire. On voit qu'en volume, c'est plutôt en train de baisser, même dans les hypermarchés. Donc le consommateur commence à ne plus suivre. Et donc les entreprises qui en ont profité un petit peu pour passer des hausses des prix, pour rattraper aussi des compressions de marge qu'on a vues dans le passé, elles vont devoir un peu s'adapter. Et donc on pense que les prix de l'énergie ont baissé, les prix des biens sont en train de baisser, et probablement que les prix de l'alimentaire vont devoir s'adapter un petit peu. Et donc l'inflation pour nous, en fin d'année, elle sera plutôt autour de 4%, alors qu'on vient de 10,7, donc on voit bien que c'est en train de baisser. Mais ça prend du temps, on ne sera pas revenu sans doute à 2 avant 2024-2025 au mieux. C'est un nouveau régime d'inflation. D'accord, donc sans être trop optimiste, on peut penser que la sortie du tunnel est... On y va, mais le tunnel est long. Mais en revanche, ce qu'on voit bien, c'est que la dynamique est quand même très baissière. Elle ne se contredit pas pour l'instant, donc c'est long. Donc les banques centrales vont probablement continuer à agir, mais en tout cas, on voit que la dynamique baissière, et ça ne peut pas rester très longtemps comme ça, sans impact sur la consommation. Donc, soit les salaires augmentent, on ne voit pas trop ça malheureusement arriver, soit les prix vont devoir s'adapter et les marges se comprimer de nouveau. C'est plutôt notre scénario. Donc, dans ce contexte, justement, tu parlais des banques centrales. Comment vont-elles agir a priori ?
on voit bien que le pic est derrière nous. C'était une grosse question qu'on avait, est-ce qu'il est devant nous, derrière nous? Il est peut-être encore un petit peu là pour les prix de l'alimentaire, mais si on prend l'ensemble des composantes et de l'inflation totale, on voit bien que ça commence à baisser fortement, on vient de l'évoquer. Donc les banques centrales, elles ont fait une bonne partie du job, mais elles n'ont pas encore complètement fini. Et là, il y a deux différences. Il y a des différences quand même très nettes entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis sont très proches de la fin. Ils en ont peut-être même fini avec les hausses des taux. À la limite, encore 25 points de base début mai, là, le 3 mai, qu'on devrait avoir. En revanche, la Banque centrale européenne, elle fait face toujours à une inflation hors énergie, une inflation, ce que je disais tout à l'heure, qui est maintenant plus seulement liée à l'énergie, qui est encore de 5,6%, donc largement au-delà de son objectif de 2. Donc elle ne peut pas s'arrêter maintenant, elle. Donc autant aux États-Unis, ça va s'arrêter, autant en Europe, probablement que la Banque centrale a encore pas mal de choses à faire. Et donc les marchés comme nous, on anticipe encore 75 points de base de la BCE. On est à 3, elle devrait être à 3,75. Donc pour nous, banquiers dans le réseau, ça veut probablement dire que le livret A au minimum va aller à 3,5 en passant. C'est pas fini pour la Banque centrale européenne, mais probablement que d'ici l'été, on en aura aussi fini. Et en effet incident de ça, on va probablement avoir un effet sur l'euro. On voit plutôt un euro se renforcer contre dollar dernièrement. Nous, on pense que ça va continuer autour de 1,15 avant la fin de l'année. Et ça aussi, ça va avoir un effet désinflationniste quelque part. Non seulement pour les prix de l'énergie, l'année dernière, ça nous coûte 3 points de PIB l'énergie en France. On paie plus de 100 milliards notre facture énergétique. Donc plus l'euro est fort, plus ça nous fait baisser cette facture. Mais pensons, on parlait de l'alimentaire qui nous touche tous. Quand vous avez une motte de beurre de 250 grammes au-delà de 4 €, bon, on se dit quand est-ce que ça va baisser? Mais quand on regarde l'euro, ça a un impact là aussi. En France, on le sait peut-être moins, mais on importe 60% de nos fruits, 40% de nos légumes. Donc un euro fort, alors c'est aussi, on importe d'Espagne, ça n'a pas forcément cela, mais voilà, on est avec BP Aura aujourd'hui. On importe nos kiwis de Nouvelle-Zélande, alors qu'on a des beaux kiwis qui sont faits en Rhône-Alpes, c'est dommage. Mais en tout cas, ça va nous redonner du pouvoir d'achat si l'euro se renforce aussi. Et ça, c'est un élément qui va faire baisser l'inflation dans le futur également. D'accord. Alors le mot fait peur. Moi, je note quand même une petite pointe d'optimisme, mais il faut craindre une récession ou pas, finalement, dans l'histoire? Il faut toujours la craindre. En revanche, nous, on reste quand même de plus en plus optimistes ou de plus en plus confiants, on va dire. Vous savez qu'on était la seule banque à dire qu'il n'y aurait pas de récession dans aucun pays en Europe depuis le mois de novembre. On était un peu tout seul dans ce club-là. On a été rejoint par du beau monde, puisque le FMI maintenant le dit aussi. Mais on est plutôt même en train de réviser un peu à la hausse, finalement, la zone euro. Aucun pays de la zone euro va connaître de récession en 2023 pour nous. Et on est de plus en plus confiants de ça. La question, elle est plutôt aux États-Unis, où là, on risque d'avoir une récession technique de 2 trimestres consécutifs de baisse. Mais même aux États-Unis, on aura probablement un PIB qui sera au-dessus à la fin de 2023 qu'il était fin 2022. Si on prend la France, on est plutôt à réviser de 0,5 à 0,7% nos anticipations de croissance pour cette année. Et donc ça, c'est plutôt quelque chose dans lequel on est un peu plus confiant. On voit que la production manufacturière se tient pas mal. La consommation, on l'a dit, est un peu impactée par cette inflation. Mais si elle baisse, ça devrait un petit peu se calmer. Et puis surtout, les Français ont encore beaucoup de capacités d'épargne. On a même plutôt tendance à avoir une remontée du taux d'épargne des Français. Donc on est en train de tangenter les 16% de taux d'épargne de nouveau. Donc il y a quand même aussi ce coussin de sécurité. Et donc la France va finir avec un PIB. On est déjà parmi les pays avec où on a mieux géré, j'ai envie de dire, la crise du Covid et énergétique, puisqu'on est sur un PIB qui est pas loin de 2 points supérieur à ce qu'il était fin 2019. L'Espagne, moins 1%. La Grande-Bretagne, on n'a toujours pas retrouvé les niveaux de pré-Covid. L'Allemagne, on est juste à l'étal. Donc finalement, la France, on se retrouve avec un niveau de PIB qui est pas si mal par rapport au pré-Covid. Et cette année, on ne devrait pas avoir de récession en France. On est plutôt en train de réviser. Le gouvernement espère 1%, c'est peut-être un peu optimiste, mais on va plutôt dans ce sens-là que vers une récession. D'accord. Alors, un petit focus qui peut paraître intéressant, c'est l'immobilier, qui est quand même un secteur préoccupant pour de nombreux Français et qui est quand même au cœur de l'activité des agences bancaires. Donc, un petit point sur ce secteur-là, Jean-François. Alors, on ne peut malheureusement pas être très optimiste quand on a un ralentissement de la croissance. Encore une fois, on parlait de récession tout à l'heure. Il faut garder en tête qu'on a quand même ce ralentissement. C'est-à-dire que l'année dernière, en zone euro, on a 3,5% de croissance. En France, on fait 2,6% de croissance l'année dernière. Donc en fait, 2022, c'est une super année. Cette année, si on venait à 0,5, ou je disais 0,7 pour la France, et peut-être pour certains pays un peu moins que ça, mais disons 0,7% de croissance pour la France cette année, on a un gros ralentissement entre 2,6 et 0,7. Donc ce n'est pas une récession, mais c'est un gros coup d'arrêt quand même. Parce que toutes les hausses des taux sont en train de se diffuser dans l'économie, parce que choc sur la conso, etc., etc.
ce n'est pas un environnement très favorable quand même à l'immobilier quand vous avez une croissance qui ralentit. La deuxième chose, c'est l'effet hausse des taux. Et on l'a vu très bien avec le taux d'usure. On a une remontée des taux qui est très impactante. Alors ça se voit beaucoup plus sur les pays qui ont des emprunts à taux variables. Vous avez les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, les pays nordiques, tous ceux qui ont des pays taux variables. Là, on voit des vraies baisses de prix. San Francisco, les prix de l'immobilier, c'est moins 20%. Ce n'est pas que ça ralentit, c'est moins 20%. Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Pays nordiques, c'est pareil. On a des baisses à 2 chiffres, quoi. Donc, ce n'est pas neutre. En France, en revanche, on est quand même beaucoup plus confiant sur la résilience du modèle immobilier français. Mais c'est vrai que cette hausse des taux, plus le ralentissement, on l'a vu avec le taux d'usure, avec la distribution du crédit. La Banque de France fait état de chiffres. On n'est pas si loin de ça globalement dans le groupe, mais on est quand même sur des chiffres de moins 40% de distribution du crédit immobilier en France. Donc il y a vraiment un coup d'arrêt du crédit. Donc tout ça, c'est quand même pas très favorable pour les prix de l'immobilier en général. Donc ça devrait quand même se calmer avec des grandes disparités entre le résidentiel, le bureau, le commercial. Évidemment, on est plus inquiet sur le bureau, sur le commercial que sur le résidentiel où il manque du logement. Donc une fois que les ménages retrouveront les capacités d'emprunt, une fois que ce transfert de la hausse des taux sera mieux accepté, même c'est presque une question d'acceptation, probablement que ça repartira et on repartira avec encore plus de manque de logement finalement par rapport au stock de logement qui est nécessaire. Vous savez, le fameux chiffre, on a besoin de 500 000 logements par an, on n'en fait que 300 000. Si ça s'arrête encore plus cette année, on va se retrouver en 2024 avec encore moins de logements à disposition. Or, les ménages français ont toujours autant envie de se loger ou d'acheter et d'être propriétaires. Ils ont moins les moyens de le faire. Donc il y aura des grandes différences entre commercial, résidentiel et bureau. Et il y aura aussi des grandes différences entre probablement Paris et le reste de la France, entre les grandes villes et les territoires qui les entourent. On va avoir des grandes dynamiques très différentes. Donc c'est plutôt Paris le désert et le reste du territoire qui doit s'en sortir. Et on voit ce phénomène qui est très bien documenté dernièrement. On voit quand on regarde les inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires, on voit les gens qui quittent les grandes villes pour aller plutôt autour des grandes villes où c'est moins cher, où on a peut-être un bout de terrasse, un bout de jardin, mais surtout on a peut-être un peu plus les moyens de s'acheter un bien, alors qu'au milieu du centre-ville de Lyon, de Bordeaux, de Nantes et encore plus de Paris, ça devient quasiment inabordable. Et si on prend un petit peu de hauteur, d'après toi, structurellement, qu'est-ce qui change profondément ? Il y a trois grandes tendances qui sont là, qui ont été là avec le Covid, qui restent là, qui sont quand même la digitalisation des économies. Voilà, on parle tous de ChatGPT, etc. On voit bien que ça ne s'arrête pas, ça, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais cette dynamique-là, elle est en train d'arriver au quotidien de chacun, avec une vitesse de diffusion. Même le choc qu'on a eu sur la Silicon Valley Bank, en quelques heures, elle perd 42 milliards parce qu'on fait du click and trade. Là où Lehman Brothers avait perdu 8 milliards en presque une semaine, là, il a fallu moins de 6 heures pour qu'on fasse beaucoup plus que ça. Donc on voit bien que la digitalisation impacte tout, y compris nous, la banque. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, on le voit chaque jour, malheureusement, c'est la fin de la globalisation telle qu'on la connaît. On voit bien des entreprises qui cherchent des nouveaux lieux de production. On voit bien chaque région qui essaie de s'autonomiser en tout. Regardez ce qui se passe même sur les batteries. On en est maintenant à 4 gigafactories de batteries qui sont en train d'être programmées pour la France. Ça a déjà démarré dans le Nord. On a ces usines de méga batteries qui démarrent. On a sur les panneaux solaires. La France, l'Europe veut faire ses panneaux solaires, ses semi-conducteurs, son hydrogène. Donc on a un changement total de paradigme où on veut produire plus local, sans doute un peu plus coûteux aussi, mais peut-être plus résilient. Et c'est ça maintenant qui devient le plus important. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Et puis la troisième tendance qui s'était un peu accélérée, on ne sait pas trop pourquoi avec le Covid, parce qu'on avait sans doute eu un peu peur de mourir. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Mais là, qui est en train de prendre une dimension incroyable, c'est la transition énergétique. Parce qu'on a vu la guerre, on a vu la nécessité de ne plus dépendre des autres pour notre production. Et puis on le voit chaque jour avec le dérèglement climatique. Il ne faut plus rigoler. Il faut réduire les émissions de CO2 de 57% maintenant. 57% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2030. C'est dans 6 ans et demi. En France, on n'est pas un mauvais élève. On est dans peut-être les meilleurs élèves. Mais on n'a jamais réduit nos émissions de l'année dernière que de 2,5%. Donc il faut multiplier par 2 le rythme de réduction des émissions de CO2. Ça veut dire faire des économies d'énergie, mais surtout accélérer les investissements dans la transition énergétique. Et ça, c'est une énorme vague. Il faut la surfer. Il ne faut pas se faire rouler par la mousse. Il faut la surfer. Merci Jean-François. Merci à toi Marina. Merci à vous tous. Très bien, voilà. Après donc, ces explications sur le contexte économique, je vous propose donc de laisser la parole à notre directeur général, Daniel Cariotis, donc, pour nous détailler l'activité et les résultats de 2022. Merci Lionel. Bonjour à tous et à toutes.
C'est aussi pour moi un grand plaisir de vous retrouver ce soir sur Valence, vous, clients sociétaires. Je salue également les membres du conseil d'administration, les membres du conseil territorial, et puis aussi, comme l'a souligné Lionel Beau dans son introduction, l'ensemble des collaborateurs qui sont présents. Donc je salue les plus anciens, dont je fais partie quand même, et puis les plus jeunes qu'on a invités ce soir. Donc j'espère en tout cas que cette assemblée générale leur donnera peut-être encore plus envie de rester chez nous. Déjà, ils ont eu la qualité de nous rejoindre, mais j'espère que maintenant, on leur démontrera effectivement qu'on a tous les éléments pour les fidéliser. Alors j'espère que Jean-François Robin ne vous a pas effrayé ou inquiété. En tout cas, moi de mon côté, je vais essayer surtout de vous rassurer sur la qualité et la robustesse de votre entreprise. Et donc je vais passer brièvement un petit peu quelle a été l'activité commerciale de votre banque en 2022, sa traduction financière, et puis en terminant sur quelques coups de projecteur, notamment sur la Banque de la transition énergétique que nous avons déjà souligné tout à l'heure, ainsi qu'avec quelques éléments autour de la Fondation. Alors sur 2022, tout d'abord, c'est vrai que ça a été souligné, ça a été une activité commerciale soutenue, mais dans un contexte économique qui s'est retourné à partir du deuxième semestre. Et je pense que vous aussi, vous l'avez connu, certainement dans vos activités, puisqu'on a observé effectivement un retournement d'activité à partir du mois de septembre, octobre. Et c'est la raison pour laquelle, même dans nos chiffres, on a observé quand même des débuts de baisse, notamment sur la production de crédit, à partir du mois de septembre. Mais ce qu'il faut retenir, parce que je ne vais pas vous assommer de chiffres, et Dieu sait si le banquier est capable de vous assommer quand même de chiffres habituellement, je vais essayer quand même de vous donner peut-être à chaque fois les une ou deux illustrations majeures pour qualifier notre activité en 2022. Le premier élément, c'est une production de crédit de 8,1 milliards en 22. Il faut savoir que pendant la période du Covid, avec les prêts garantis par l'État, on était même monté jusqu'à 9,2 milliards. C'est une production qui est importante, et d'ailleurs, elle fait de nous la première banque en distribution de crédit sur la région. On est aujourd'hui numéro 1, et on l'est depuis 3 ans. Et ce chiffre-là est d'autant plus important, ce qui me permettra d'ailleurs de rebondir après sur les résultats financiers, c'est que quand vous avez un volume de crédit aussi important, un peu plus de 8 milliards, pour produire ces crédits, il faut que vous ayez en face des fonds propres, puisque dans la réglementation bancaire, quand un banquier prête 10 euros, il doit mettre, en fonction des crédits, 1 ou 2 euros de capital obligatoire en face. Et c'est la raison pour laquelle que quand vous avez un tel volume de crédit, il faut que nous soyons en capacité, à minima, d'avoir un niveau de résultat net de l'ordre de 170 millions d'euros, ce qui explique peut-être aussi la qualité de notre résultat net en 2022. Si on poursuit, je ne maîtrise pas forcément le passage des slides, bien évidemment. Là, à nouveau, vous avez quelques chiffres significatifs. Tout en haut, vous avez la conquête, puisqu'en fait, depuis la fusion, et surtout, on va dire 2 ans ou 3 ans après la fusion, parce qu'il a fallu construire notre entreprise, nous sommes réellement dans une dynamique de conquête. Conquête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons réussi à capter près de 27 000 nouveaux clients particuliers et 9 600 nouveaux clients professionnels. Et d'ailleurs, ce niveau de conquête, on le retrouve aussi dans les niveaux de parts de marché, puisque nos parts de marché progressent de manière régulière et significative depuis 2 ans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a des niveaux de parts de marché sur tous nos territoires que nous n'avions pas avant la fusion amorcée en 2016. Et là encore, bien évidemment, c'est un élément extrêmement significatif. Et puis, un autre élément en bas, là vous allez trop vite, mais c'est pas grave. Le NPS, c'est un jargon un peu technique, c'est un anglicisme. En fait, ça mesure la satisfaction de nos clients. Et bien sûr que c'est un élément qui est clé. On le mesure régulièrement avec le groupe. Et puis, on se compare aussi avec les autres banques de la place. Et aujourd'hui, vous voyez, on a quasiment 83% de nos agences qui ont un taux de satisfaction supérieur à 0. Alors, vous allez me dire 83%, ce n'est pas 100%. 100%, c'est notre objectif. Mais on part d'assez loin, parce qu'avec la fusion, il y a eu parfois quelques dysfonctionnements. Il faut aussi parfois avoir la transparence et le courage de le dire. Et on voit vraiment aujourd'hui qu'on est sur une tendance qui est vraiment extrêmement positive.
Et puis, la force, j'ai envie de dire, du porte-avions BPOA. Alors, je ne sais pas si l'image est bonne, mais comme nous sommes dans un environnement de guerre, prendre l'image d'un porte-avions, je pense que ça choquera moins un 4 mai 2023 que ça n'aurait choqué avant la guerre déclenchée en Ukraine le 24 février 2022. La force de notre banque, très clairement, c'est la diversité de ses activités. Donc j'ai évoqué le particulier, l'immobilier de crédit consommation, l'activité professionnelle, qui est quand même la colonne vertébrale de notre Banque Populaire, mais on voit aussi qu'avec la force de BPOA, la puissance aussi financière, il faut bien dire, de notre entreprise, on a investi dans de nouvelles activités qui étaient parfois présentes dans les 3 ex-banques, mais on a remis à chaque fois beaucoup de moyens, beaucoup d'expertise. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que ces activités ont une contribution qui augmente année après année. Et je pense aussi c'est un des éléments qui explique, bien sûr, et la trajectoire commerciale d'un côté, et aussi, bien évidemment, la trajectoire financière de BPOA. On vous a mis quelques chiffres significatifs. Le montant des crédits, vous voyez, rien que sur la partie entreprise, marché spécialisé, on a prêté près de 2,2 milliards en 2022, c'est significatif. Et puis après, on vous a mis quelques exemples qui démontrent la pleine diversité aujourd'hui des activités de BPOA. Et j'ai la faiblesse de penser aujourd'hui qu'on est vraiment une des rares banques de la place. Je dis une des rares banques parce que je suis pudique ce soir, à avoir une telle complétude d'activités, donc qui nous permet de reposer sur de multiples moteurs. Et quand les environnements se retournent, c'est toujours très important d'avoir une multiplicité de moteurs. Quand vous n'avez que 2 moteurs, que les 2 moteurs ralentissent, c'est plus compliqué pour absorber, on va dire, des chocs de conjoncture. Niveau de performance commerciale qui se traduisent, bien heureusement, bien sûr, par un très bon niveau de performance financière. 21 avait déjà été un très bon cru quand même pour la banque. Et puis sur 2022, on a une trajectoire qui est similaire, puisque vous voyez qu'on a un produit net bancaire, notre chiffre d'affaires, de manière un peu grossière, qui dépasse les 780 millions d'euros. Et puis on a un résultat net de 174 millions d'euros, 3,6 milliards de fonds propres. Donc vous voyez aussi 174 millions de résultats nets. Si vous le rapportez aux fonds propres, ça fait grosso modo un rendement de 4,8%. Ça relativise un peu le niveau de résultat net. 4,8% de rendement des fonds propres, c'est un niveau qui n'est pas exceptionnel. C'est un niveau normal. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, bien évidemment, c'est ce niveau de résultat net qui vient nourrir notre activité vraiment de près aujourd'hui, donc de très beaux résultats financiers. Mais au-delà, je voulais terminer pour faire 2 focus vraiment sur, j'ai envie de dire, une singularité aujourd'hui de notre banque. Tout d'abord, la banque de la transition énergétique. La transition énergétique, tout le monde en parle. Et j'ai envie de dire, tant mieux aussi. Mais on a eu la conviction dès 2019 qu'il fallait se lancer j'ai envie de dire à pleines dents, si je puis me permettre cette expression, sur la transition énergétique, parce que nous étions convaincus, avec Pierre-Henri Grenier, qui en est le directeur exécutif, qu'il fallait accélérer. Et accélérer comment ? En créant une structure, en créant une marque. C'était en 2019, il y a 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a structuré une équipe autour de la BTE. Aujourd'hui, vous avez à peu près une dizaine de collaborateurs pour essayer d'avoir progressivement un haut niveau d'expertise sur des sujets aussi différents que sont les panneaux photovoltaïques, la méthanisation, les énergies renouvelables. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 4 ans, 3 ans à peine, on a réussi aujourd'hui à être clairement identifié sur l'ensemble de nos territoires, que la marque Banque de transition énergétique a même été adoptée par 4 autres banques populaires, et je ne désespère pas que l'ensemble des banques populaires finissent par rejoindre le réseau lié et constitué autour de la Banque de la transition énergétique. Et vous voyez, quand on regarde aussi les projets, Lionel Beau l'a souligné, plus de 4000 projets, 4100 projets, et puis surtout une ambition qui est dans notre plan stratégique. C'est la première ambition de notre plan stratégique, c'est d'être les leaders dans l'accompagnement de tous nos clients en matière de transition énergétique. Et c'est important, parce qu'une banque est un tiers de confiance, et beaucoup de nos clients
ne savent pas toujours comment aborder des sujets complexes. C'est pour ça qu'on a fait de cette ambition d'être le leader de l'accompagnement la première de nos ambitions. Et c'est la raison pour laquelle le nombre de projets est très important. Parce que vous pouvez avoir un très gros projet de transition énergétique qui fait 200, 400 millions d'euros. Je ne dis pas que si un projet de cette nature intervient, qu'on ne le prendrait pas, bien évidemment, seul ou en partage. Mais voyez que le fait qu'on en ait financé plus de 4100, ça renvoie précisément à cet objectif. Et ce qui est aussi très intéressant en parallèle, c'est que nous avons réalisé des projets sur l'ensemble des 15 départements. Tous les départements ont fait l'objet de projets financés par la banque via l'expertise de la Banque de la Transition énergétique. Et d'ailleurs, vous avez noté à Kianos un projet, effectivement dans la Drôme, donc un projet qui est significatif, vous voyez, qui est près d'1 million d'euros et qui a été accompagné par notre banque. Et c'est pour nous important d'être présents sur l'ensemble de nos territoires pour vous accompagner sur des sujets qui sont complexes, qui ne sont pas faciles à appréhender, mais qui peuvent aussi parfois être source d'économie d'énergie quand on sait mieux les appréhender. Donc voilà le projecteur ou le coup de projecteur que je voulais vous faire sur la Banque de la Transition énergétique. Et puis si on continue, bien évidemment, Lionel l'a aussi évoqué, le modèle coopératif et l'engagement sociétal, et on l'a au travers de la progression du sociétariat, c'est important, bien évidemment. Donc on essaie de faire en sorte que le nombre de sociétaires grandisse, j'ai envie de dire, année après année. On a franchi le cap des 335 000 nouveaux sociétaires. On a aussi de plus en plus de jeunes nouveaux sociétaires, sachant que pour permettre à des jeunes de devenir sociétaires, on leur a permis de l'être en achetant simplement une part sociale. Je pense que ça a été une mesure importante qui a été prise et validée par le conseil d'administration de BPORA. La fondation de BPORA, là encore, en 2 ans à peine d'existence, une vraie visibilité. On a porté plus de 170 projets, on a investi plus de 2 millions d'euros, c'est quand même des sommes qui sont significatives. Et au-delà, ça nous a permis aussi d'acquérir une expertise sur des sujets sur lesquels notre niveau de connaissance, objectivement, est assez moyen. Quand on décide d'avoir un axe santé, nous ne sommes pas des spécialistes de la santé. Le fait d'avoir des professionnels, des administrateurs indépendants qui nous accompagnent, ça nous permet vraiment d'avoir des actions qui sont pointues et qui, je crois, en l'espace de 2 ans, sont aujourd'hui reconnues sur l'ensemble de nos territoires. Et puis cela a été souligné tout à l'heure, bien évidemment, au plus près des territoires. La meilleure preuve, c'est que nos assemblées générales tournent, et nous sommes à nouveau très heureux d'être parmi vous à Valence, et donc avec la création de 2 nouveaux CTC. Et puis je termine ma présentation avec une carte qui est assez amusante, mais je l'aime bien, parce qu'en même temps, je l'ai un peu commandité, donc bien évidemment, j'ai tendance quand même à l'apprécier. Et en fait, cette carte, on l'a construite pour présenter nos résultats. Et cette carte, d'ailleurs, vous l'avez retrouvée dans l'ensemble des quotidiens régionaux, sur l'ensemble de la région, parce qu'on voulait mieux incarner ce qu'avait fait votre banque en 2022. Et je pense qu'il est aussi important, par exemple, que vous sachiez le nombre de nouveaux accédants en immobilier que nous avons accompagnés en 2022, 4200, le nombre de nouveaux agriculteurs. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux agriculteurs qui s'installent. Le chiffre peut vous en sembler faible. Je peux vous dire que par rapport au nombre total de nouveaux agriculteurs qui s'installent, en accompagner 130, c'est énorme. Et puis on vous a aussi rappelé, je pense, quelques chiffres parfois qu'on oublie. Par exemple, quand on indique qu'on a quasiment 200 000 clients issus de la fonction publique, je pense que parfois on l'oublie, et c'est aussi une vraie force et une vraie singularité de BPORA. Et puis bien sûr, 115 000 clients professionnels. Je ne vais pas vous passer tous les chiffres, mais c'est, vous voyez, une façon aussi d'illustrer et d'incarner peut-être différemment ce qu'a été en réalité notre activité sur tout le long de l'année 2022. Donc voilà ce que je voulais vous présenter rapidement sur 2022. Et bien sûr, j'aurai le plaisir de répondre à des questions, si vous avez des questions sur l'activité de la banque ou la conjoncture économique. Merci de votre attention.
Merci Daniel. Donc, je vous propose de poursuivre donc, notre ordre du jour. Nous allons désormais passer à la lecture du rapport des commissaires aux comptes. Et donc, j'appelle M. Paul Armeljun du cabinet Mazars et M. Rémi Vigny du Nord du cabinet KPMG à nous rejoindre sur scène pour procéder donc, à la lecture de leur rapport. Donc nous allons vous faire une synthèse des trois principaux rapports que nous avons établis dans le cadre de nos travaux sur l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le premier rapport, c'est le rapport sur les comptes individuels annuels de la banque. Ensuite, il y aura la synthèse sur le rapport sur les comptes consolidés du groupe BPORA et ensuite le rapport sur les conventions réglementées. Le rapport sur les comptes individuels annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 comprend un certain nombre de parties et d'éléments imposés par la réglementation. Donc, ce rapport rappelle notamment le référentiel comptable d'établissement des comptes, qui sont les règles et principes comptables français. Il rappelle également notre indépendance tout au long de l'exercice jusqu'à la date d'établissement de notre rapport, ainsi que les points clés de l'audit relatifs au risque d'anomalies significatives selon notre jugement professionnel, ainsi que les réponses que nous avons pu apporter face à ces risques. Ces points clés sont les mêmes que ceux de l'exercice précédent et concernent les dépréciations individuelles et collectives des créances et engagements vis-à-vis de la clientèle et la valorisation des titres BPCE et ceux de la Banque de Savoie. Notre rapport rappelle également que nous avons réalisé un certain nombre de vérifications spécifiques telles qu'elles sont prévues par les textes légaux et réglementaires, notamment en ce qui concerne le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d'entreprise. À l'issue de nos travaux et des différentes diligences que nous avons pu amener à entreprendre, nous certifions les comptes annuels individuels sans réserve au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le rapport sur les comptes consolidés du groupe BPORA reprend une structure relativement similaire à celle du rapport sur les comptes annuels. Le référentiel d'établissement de ces comptes consolidés est le référentiel des normes comptables internationales, le référentiel IFRS. Les points clés de l'audit qui sont repris dans ce rapport concernent les dépréciations des prêts et des créances à la clientèle et la valorisation des titres BPCE. Il rappelle également les vérifications spécifiques que nous avons également été amenés à réaliser en ce qui concerne notamment l'information relative au groupe BPORA telle qu'elle est reprise dans le rapport de gestion du conseil d'administration et le fait que ce dernier comporte les informations en matière de déclaration de performance extra-financière, étant entendu que ces informations font l'objet d'un rapport spécifique. Et notre opinion, c'est également une certification sans réserve des comptes consolidés du groupe BPORA au 31 décembre 2022. Merci. J'ai hérité du rapport le plus court, donc ça ira assez vite. Moi, je vous présente le rapport sur les conventions réglementées, sur les conventions qui ont été conclues à des conditions particulière dans l'intérêt de la société. Donc on s'attelle à travailler sur ces sujets-là et à s'assurer du bien fondé de ces conventions. Et on vous informe dans notre rapport qu'il ne nous a pas été avisé de conventions réglementées conclues cette année, mais également sur les exercices antérieurs, et que nos travaux n'en ont pas révélé également. Donc notre rapport conclut, c'est effectivement sur l'absence de ce type de convention. Merci à vous. Très bien. Merci, messieurs. Voilà, donc sans transition, je vous propose qu'on poursuive. Et donc à présent, pour mieux vous permettre d'appréhender donc le contour et les enjeux des résolutions qui vous sont soumises, je vais demander donc à Éric Grevet, notre secrétaire général, de bien vouloir nous présenter une synthèse du rapport du conseil d'administration sur les résolutions. Voilà, donc il s'agit de vous exposer, de vous donner quelques commentaires, quelques explications sur les résolutions sur lesquelles vous allez être amené à voter juste après.
Donc les 5 premières résolutions, bon, elles sont très, très classiques hein, sur l'approbation des comptes, des rapports, sur l'affectation du résultat, et donc en particulier le taux d'intérêt aux parts sociales. Donc vous avez vu dans la convocation, dans les résolutions, que l'on vous propose le versement d'un intérêt aux parts sociales de 2,40%, hein, qui porte bien sur l'exercice 2022. Hein, c'est l'investissement que vous avez fait en parts sociales pendant toute l'année 2022 qui sera rémunéré au taux de 40%. Et le paiement de cet intérêt sera réalisé à partir même le 24 mai 2023. Je voudrais citer un point qui lui est une nouveauté de cette année, et vous avez encore la possibilité de le faire dans les prochains jours, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Hein, c'est pour ceux qui ont suffisamment d'intérêt aux parts sociales pour pouvoir réinvestir cet intérêt en parts sociales nouvelles. Hein, donc si vous avez plus de 18 € d'intérêt aux parts sociales, nous vous proposons cette année de réinvestir directement cet intérêt aux parts sociales en parts sociales nouvelles. Je crois que c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, vous pouvez encore le faire. Hein. Vous avez reçu, pour ceux qui étaient concernés, donc qui avaient suffisamment d'intérêt aux parts sociales, vous avez reçu un document donc papier. Hein. L'année prochaine, on le dématérialisera également, qui vous propose de le faire. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez donc arrondir, on va dire, votre nombre de parts sociales en ajoutant des parts sociales supplémentaires et en réinvestissement cet intérêt aux parts sociales. Bon, les conventions réglementées, bon, pas grand-chose à dire, sauf qu'effectivement, elles sont bien soumises, même s'il n'y en a pas eu, elles sont bien soumises, le rapport est bien soumis à l'Assemblée générale. Voilà, la suite des résolutions. Alors, ce sont des résolutions donc importantes qui portent sur le renouvellement ou la nomination d'administrateurs. Donc, nous avons donc 3 administrateurs qui sont proposés au renouvellement, 3 censeurs qui sont proposés pour être nouvellement donc, administrateurs, et l'Assemblée générale constatera qu'une de nos administratrices, donc Catherine Collin, n'a pas souhaité le renouvellement de son mandat. Alors, je vais passer juste la parole à Lionel pour nous dire quelques mots, pour qu'il vous présente en quelques mots les administrateurs et les censeurs concernés. Très bien, merci Eric. Je vais peut-être inviter donc à mes administrateurs qui sont en renouvellement de mandat donc à se lever, à commencer par Philippe Charveron, voilà, qui est un chef d'entreprise en Auvergne, membre du Conseil économique, social et environnemental régional, et Philippe qui est également aujourd'hui le vice-président de la banque. Dominique Vergiel, à ses côtés. Donc Dominique est un chef d'entreprise dans le domaine de la presse et notamment directeur des affiches de Grenoble et du Dauphiné, également président du comité des nominations au sein de la banque. J'ai demandé également à Xavier Thierry donc, de se lever. Et là, Xavier donc, est chef d'entreprise en Haute-Savoie. La société s'appelle Provindier. Elle est spécialisée dans la production de savon liquide. Et donc Xavier qui nous a rejoints il y a quelques mois au sein du conseil d'administration. Je vais demander également à Thierry Braillard de se lever, donc avocat au barreau de Lyon. Il possède lui une très grande expérience dans le droit des affaires et en droit du sport. Thierry qui nous a rejoints aussi il y a quelques mois au sein du conseil. Et puis il y a un renouvellement de mandat également de Claudine Dozorme, qui malheureusement n'est pas là ce soir. Elle est retenue par une sépulture. Et donc elle est chef d'entreprise dans le domaine de la coutellerie, mesdames et messieurs, à Thiers, naturellement. Et donc, fidèle aussi, chef d'entreprise à la Banque Populaire, elle aussi, qui nous a rejoint il y a quelques mois au sein du conseil d'administration. Alors, last but not least, donc, Lionel Beau, hein, qui est également renouvellement en tant qu'administrateur, donc qui est chef d'entreprise industrielle dans le décolletage en Haute-Savoie. Voilà, donc la suite des résolutions, alors des résolutions plus habituelles, hein, il s'agit des indemnités compensatrices. Donc je vous rappelle que les indemnités compensatrices, ce sont des indemnités qui sont versées aux administrateurs proportionnellement à leur présence, hein, à chaque présence lors de réunions du conseil d'administration ou des comités du conseil d'administration. Donc il est proposé de fixer ce montant à 450 000 € pour l'exercice 2023. Résolution qui, elle, est inhabituelle puisqu'elle se produit maintenant tous les 5 ans seulement, c'est la révision coopérative. Alors de quoi s'agit-il?
donc les sociétés coopératives sont soumises à un processus de révision coopérative, donc ça peut être une révision des comptes, une révision coopérative. Il s'agit de vérifier que la société, donc BPORA, respecte bien les principes, les grands éléments d'une coopérative, de fonctionnement d'une coopérative, bancaire en l'occurrence, mais d'une coopérative en général. Et donc pour cela, tous les 5 ans, on nomme un réviseur coopératif qu'on vous propose, en l'occurrence donc une société SAS Amaral qui est représentée par M. Dominique Wein, et puis un suppléant. Et donc ce réviseur coopératif, concrètement, il va travailler d'ici la fin de l'année 2023 chez nous, pour voir comment fonctionne la Banque Populaire en tant que banque coopérative, son conseil d'administration, son assemblée générale, son sociétariat, les décisions qui sont prises. Et le réviseur coopératif viendra l'année prochaine à l'assemblée générale qui se déroulera en 2024, vous présenter son rapport sur la révision coopérative. Donc on peut passer aux résolutions suivantes. Alors, résolution, je dirais habituelle, mais toujours un peu compliquée. Donc c'est ce qui s'appelle les preneurs de risques. Les preneurs de risques, ce sont en l'occurrence 52 personnes dans lesquelles on a le conseil d'administration et au niveau de l'exécutif, toutes les personnes qui ont des responsabilités importantes en matière de décision, de prise de risque de la banque, de risque de crédit, de risque financier, de tout type de risque, mais aussi les personnes qui contrôlent, c'est-à-dire la hiérarchie, les directeurs qui contrôlent. Et vous savez que dans les banques, il y a une partie contrôle et des effectifs qui s'occupent des contrôles permanents, des contrôles périodiques qui sont importants. Donc l'ensemble de ces personnes s'appellent les preneurs de risque, donc 52 personnes, et l'Assemblée générale doit valider le fait que ces 52 personnes ont touché une enveloppe globale de 6 056 193 € de rémunération de toutes sortes, fixe ou variable, pendant l'exercice 2022. Bon, les constatations de capital, ça c'est obligatoire dans les coopératives, mais on ne peut pas y faire grand-chose. On vous indiquera l'évolution du capital social entre fin 2021 et fin 2022. Ensuite, nous avons cette année, on vous a dit au début, c'est une assemblée générale mixte, donc ça veut dire qu'on a des résolutions à caractère extraordinaire qui portent sur la refonte, la révision, comme on le fait périodiquement tous les 3-4 ans, des statuts de la banque. Alors, ce sont des révisions qui sont beaucoup des révisions formelles, des mises à jour réglementaires, des mises à jour liées au groupe BPCE. Les statuts sont des statuts types qui sont travaillés avec BPCE, notre organe central, avec l'ensemble des banques populaires. Puis il est cité un élément qui est effectivement peut-être plus important, qui est de dire que, voilà, en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, l'Assemblée générale peut décider le versement d'un intérêt au corps social qui serait prélevé dans ce cas-là sur les réserves. Bon, voilà. Donc, là, on passe sur le fait que l'ensemble de ces modifications statutaires vont être proposées et à l'Assemblée générale. Elles ont été soumises, parce que c'est statutairement obligatoire, par BPORA à BPCE, qui les a approuvées. Et puis à la fin, on vous propose, comme d'habitude, le pouvoir pour pouvoir faire les formalités. Voilà. Et bien sûr, le conseil d'administration, il vous propose de voter en faveur des résolutions qui vous ont été présentées. Très bien, merci Eric. Avant le vote donc des résolutions, nous allons passer à la partie questions-réponses. Comme chaque année, donc, vous vous êtes exprimé, vous nous avez transmis donc de nombreuses questions en vue de l'Assemblée générale. Nous allons y répondre en les regroupant par grands thèmes. Et puis, bon, les questions d'ordre plus personnel, donc on fait l'objet de réponses individuelles par ailleurs. Voilà, donc on a regroupé en 5 grands thèmes les questions qui nous ont été posées. Bon, une question qui porte d'abord sur le contexte économique et financier, celui effectivement notamment tout récent concernant les difficultés d'un certain nombre de banques américaines et puis en Suisse également. Daniel, je pense que va nous apporter les éclaircissements. Des éclaircissements sur les crises. Vous m'entendez? Oui. C'est mieux, n'est-ce pas? Vous apportez des éclaircissements précis sur ce qui s'est passé aux États-Unis ou en Suisse. Là, il me faudrait quand même beaucoup de temps. La question qui est posée, c'est est-elle exposée à la crise bancaire récente? Non.
On n'est pas exposé directement, on n'avait pas d'engagement avec Crédit Suisse, qui est quand même plus proche de chez nous, et pas du tout, bien évidemment, exposé auprès des banques américaines. D'ailleurs, le groupe, par ailleurs, ne l'est pas. Après, bien évidemment, quand vous avez un début de crise financière ou un début de crise bancaire, avec les États-Unis d'abord, et puis quand même l'absorption du Crédit Suisse par UBS, ça a quand même un peu choqué le système bancaire, bien évidemment. Donc il y a un peu de secousse. Ça veut dire aussi que les taux d'intérêt ont à nouveau monté. C'est pas vraiment une surprise. Donc il y a quand même à chaque fois un peu des dégâts un peu collatéraux. Bon, j'espère maintenant que le gros de la vague est passé, mais en tout cas pour votre banque, on n'a absolument aucun impact direct lié à ce qui s'est passé aux États-Unis d'une part et au sein du Crédit Suisse et de son absorption par UBS d'autre part. Alors ensuite, nous avons eu des questions finalement qui portent sur la gouvernance de BPORA et sur sa stratégie. Bon, plus précisément, finalement, quel est le rôle d'une assemblée générale dans une banque populaire? Quel est le rôle du conseil d'administration? Je crois que c'est intéressant, effectivement, en assemblée générale d'avoir ce type de questions, et notamment un sociétaire qui nous a demandé, mais finalement, pourquoi est-ce qu'un sujet stratégique qui pourrait être est-ce qu'on finance ou pas des énergies fossiles, est-ce que ce sujet-là, on ne l'aborde pas en assemblée générale? Et puis plus largement, quels sont les types de projets, les types d'entreprises financées par BPORA? Donc je vais laisser la parole à Lionel d'abord, et puis à Daniel. Oui, donc la gouvernance, donc c'est à l'Assemblée générale, c'est vous, donc clients sociétaires, qui élisez donc vos représentants, hein, donc les administrateurs qui forment un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration, donc, ce qui est très important pour nous, c'est qu'il puisse représenter les différentes parties du territoire. En plus, on a un territoire qui est très grand, donc on veille à ce qui est, je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'une répartition très équilibrée des femmes et des hommes qui viennent de l'ensemble du territoire, et surtout qui représentent les différentes activités qu'on peut avoir sur ce territoire si riche sur lequel on vit et on travaille. Et puis, au sein de ce conseil d'administration, ensuite, on se réunit, on fait 8 conseils par an avec un séminaire. Et là, donc, avec les équipes de la banque, on définit la stratégie de la banque. On s'assure aussi de toute la gestion des risques de la banque. Le métier de la banque, c'est de gérer des risques. Et donc, c'est ensemble, avec les équipes de la banque, donc au sein de ces conseils, qu'on définit les grandes orientations de votre banque. Et puis, pour être peut-être encore un petit peu plus complet, voilà, je disais tout à l'heure, on a créé des conseils territoriaux sur l'ensemble du territoire, donc pour aussi avoir un peu plus de remontée à travers ces conseillers territoriaux. Donc, on a des informations au plus près des clients qui remontent au sein du conseil. Et donc, ces conseillers territoriaux sont également en plus des ambassadeurs de la banque partout sur le territoire. Peut-être rapidement en complément, vous pourriez poser la question à l'Assemblée générale sur les énergies fossiles. Vous pourriez la poser. Donc je vous rassure, on ne les finance pas. Voilà. Et quand je dis je vous rassure, je pense par ailleurs que quand on crée la Banque de la transition énergétique en 2019, ça crée un niveau d'exigence supérieur pour notre banque sur tous ces sujets-là. C'est pour ça qu'on a engagé, pour le compte de la banque aussi, beaucoup de sujets green pour faire en sorte que nous essayions d'avoir une démarche vertueuse au cours des 3-4 prochaines années, puis bien au-delà. Mais on s'est quand même aussi donné des objectifs très précis sur les 3-4 prochaines années. Après, il y avait une autre question, quels sont les types d'entreprises ou de projets financés par BPORA? Tous les projets. Vous avez vu aujourd'hui quelle est la nature du fonds de commerce de votre banque. On a 115 000 clients professionnels, donc c'est bien évidemment aujourd'hui la colonne vertébrale de nos financements. Et on a une activité aujourd'hui aussi qui est croissante sur les grandes entreprises, sur les entreprises de taille intermédiaire, sur les PME. Donc c'est notre cœur de réacteur, bien évidemment. Donc, et les projets, on les regarde. Et je peux même vous dire que pendant le Covid,
la crise du Covid, il faut aussi se souvenir de ce qu'était l'environnement de 2020. On a fait, à chaque fois, on a eu des rendez-vous de diagnostic pour rassurer nos clients et savoir exactement ce qu'ils attendaient de votre banque. Là, aujourd'hui, par exemple, on fait des entretiens pour justement faire des bilans énergétiques pour des clients entreprises professionnels qui nous le demandent. Donc vous voyez, aujourd'hui, on finance d'un côté, mais on conseille et on essaie d'apporter aussi une expertise sur des sujets sur lesquels, comme je l'indiquais tout à l'heure, parfois nos clients entreprises ont un toucher de balle qui n'est pas forcément le meilleur, ce qu'on peut aisément comprendre. Voilà, donc question maintenant. Alors, on a évidemment chaque année sur l'intérêt aux parts sociales, ce qui est bien normal. Donc finalement, deux questions. Une question sur l'intérêt aux parts sociales proposé cette année. Comment est-ce que le taux de 40% a été déterminé? Et puis déjà, certains sociétaires nous interrogent sur 2023. Comment est-ce que ce taux pourrait évoluer alors même que le taux du livret A, lui, est déjà à 3% actuellement? C'est une question qui n'est pas étonnante, je dois dire. Et sachant en plus que nous sommes dans une configuration qui est exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, moi je n'ai pas connaissance, et je suis quand même dans la banque et en finance depuis quelques années, d'avoir observé une telle remontée des taux en 12 mois à peine. Et ça impacte tous les segments de notre activité, et l'activité crédit, vous le voyez peut-être dans votre quotidien, et aussi le niveau de rémunération de l'épargne. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, effectivement, on a un taux du livret A qui est à 3% net d'impôt. La différence entre les deux, vous la connaissez. La part sociale, c'est un titre de capital. Donc on ne peut pas comparer un titre d'épargne représenté par le livret A et bien évidemment un titre représentatif d'une part de capital. J'observe d'ailleurs que l'année dernière, la rémunération des parts sociales était de 1,40, la rémunération du livret A était de 0,50. On aurait pu aussi me poser la question, l'année dernière, pourquoi la rémunération des parts sociales n'est pas alignée sur le livret A qui est à 0,50. Donc il est normal que les deux ne soient pas corrélés. Je pense que d'ailleurs le livret A va être amené à fluctuer au cours des prochains trimestres en fonction de l'évolution des taux d'intérêt d'une part et de l'inflation par ailleurs, alors que pour les parts sociales, il faut à la fois qu'il y ait une stabilité, en même temps on propose une augmentation qui est significative, qui tient compte bien évidemment de l'environnement de taux. Puis enfin, le dernier élément, c'est que la rémunération des parts sociales est encadrée. Elle est encadrée, il y a un plafond qui est déterminé, c'est un taux moyen d'obligation, c'est un panel d'obligations. Donc de toute façon, par ailleurs, il y a un encadrement qui ferait de toute façon qu'on ne pourrait pas aller au-delà d'un certain niveau, même si nous le souhaitions. Donc tout cela explique en fait la décorrélation qu'il y a entre la rémunération du livret A et la rémunération des parts sociales. Alors, autre question. Je vous ai commenté la résolution sur les indemnités compensatrices du temps passé. Et effectivement, des sociétaires nous ont fait remarquer que pour la première fois depuis la création de BPOA, donc cette enveloppe a augmenté. Donc, quelles sont les raisons de l'augmentation de l'enveloppe des indemnités compensatrices, Lionel? Oui, alors ces indemnités, elles couvrent bien sûr le temps que les administrateurs consacrent à la banque, c'est-à-dire leur présence au sein du conseil d'administration. Je vous ai dit, environ 8 réunions dans l'année, mais aussi au sein des comités d'audit, comité des risques, comité de nomination, de rémunération, comité du sociétariat. Et donc, c'est environ, au niveau des comités, entre 2 et 5 réunions chaque année. Ça couvre également les temps de préparation à ces réunions, qui sont des temps de plus en plus importants. Et comme je disais tout à l'heure, la Banque Centrale Européenne veille à ce que, aujourd'hui, voilà, on intègre davantage l'environnement financier, qu'on arrive, qu'on soit encore plus à même bien sûr, de tout comprendre comment fonctionne la banque, et comme la réglementation ne cesse de s'alourdir et de devenir plus importante au fil des années, ça demande donc à chaque administrateur de passer plus de temps, non seulement à la préparation des réunions, mais également
en formation, puisqu'il y a des parcours de formation qui sont organisés et spécifiques pour chacun d'entre eux. Voilà, donc je voulais aussi souligner que ces indemnités versées aux administrateurs étaient inchangées depuis 2018. Voilà. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui on vous soumet donc cette enveloppe. Voilà, alors dernière question qui nous a été posée avant de venir aux questions de la salle, donc une question sur la modification des statuts. Alors un point qui est quand même intéressant à souligner, alors quel est l'objectif de la modification portant sur le remboursement des parts sociales dans le cas d'un PE? Alors ça paraît quelque chose de très technique, mais en réalité ce qui est derrière, c'est le fait que nous avons aujourd'hui, et tous nos collaborateurs peuvent évidemment devenir sociétaires de BPORA, et un grand nombre le sont. Ce que nous souhaitons rendre possible, c'est que l'intéressement, la participation qui sont versées au niveau de l'entreprise à ses salariés puissent être versées dans des parts sociales de BPORA. Et donc sous forme de plan d'épargne d'entreprise, dans lequel il y aurait des parts sociales. Bon, et ça, il y a une modification des statuts pour cela, parce que ça veut dire que, pour ceux qui connaissent le mécanisme d'intéressement de la participation des salariés, ce sont des sommes qui sont bloquées pour un certain temps, pour plusieurs années. Et donc ça veut dire que les parts sociales qui seront dans ces PE ne seront pas liquides comme le sont les parts sociales habituelles d'un sociétaire. C'est pour ça qu'il y a une modification des statuts et ça nous permettra, je dirais en 2023 ou en 2024, de proposer à nos salariés de placer une partie de leur intéressement et de leur participation sous forme de parts sociales, ce qui est plutôt, je crois, une très bonne chose. Très bien. Voilà pour les questions que vous nous aviez envoyées. Donc, ce qu'on vous propose à présent, c'est de vous donner la parole. Et on aura beaucoup de plaisir donc à pouvoir répondre à vos questions. Voilà, alors qui se lance? Allez. Comme la première est toujours la plus compliquée, on va passer à la deuxième. Ce sera plus simple. Allez-y, on est là aussi pour échanger, c'est le rôle d'une assemblée générale. Donc, pour se parler, et comme on le disait tout à l'heure, en toute transparence. Donc, profitez-en, il y a le directeur, il y a les collaborateurs. Et donc là, on a une question, madame. Ici. Devant, milieu. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Voilà, moi j'ai une question justement sur la composition du conseil d'administration de la BPORA. Je suis une femme, donc j'ai compté le nombre de femmes qui président, qui fait partie du conseil d'administration, et je vois que le nombre de femmes est inférieur. Alors si je ne me suis pas trompée, il y avait 8 femmes, mais comme Madame Collin s'en va, elle est remplacée par un homme, si j'ai bien compris. Donc ça en fera une de moins que 7 femmes, et les hommes, je pense, si je ne me suis pas trompée, sont 10. Donc peut-être, voilà, je souhaiterais que la parité homme-femme soit un petit peu plus équilibrée. Alors est-ce que c'est plus difficile d'avoir des dames dans le conseil d'administration? Parce que, bon, je sais que vous êtes tous directeurs d'entreprise, monsieur est avocat, enfin bon, chacun, vous avez déjà des fonctions certainement assez lourdes à accomplir, donc en plus, prendre du temps pour s'occuper, disons, pour participer aux réunions et aux comités, c'est certainement, c'est difficile, et pour les femmes, ce doit être encore plus difficile que pour les hommes. Toujours pareil, toujours le même problème. Voilà. D'autre part, par rapport justement à la composition du conseil d'administration, vous avez dit que vous aviez 200 000 clients de la fonction publique et tout à l'heure, si j'ai bien écouté, 120 000 clients d'entreprise. Et alors, les clients ne sont pas tous sociétaires, c'est évident. Mais donc je pense qu'il y a beaucoup de sociétaires quand même, de la fonction publique enseignante en particulier. Je me dis pourquoi, pour diversifier la composition du conseil d'administration, ça ne serait pas possible qu'il y ait une ou deux personnes du monde enseignant, par exemple.
Je sais qu'il y a aussi des salariés qui font partie du conseil d'administration. Mais voilà, c'est une question. Vous êtes presque tous chefs d'entreprise. Est-ce que ça diversifie pas l'approche finalement? Je pense que dans le milieu enseignant, il y a des personnes, des grands professeurs d'économie, de comptabilité, etc., qui seraient certainement en capacité de participer au conseil d'administration de la BP Auram. Très bien, merci madame pour votre question. Alors on a, pour vos deux questions, on a, concernant la première sur la répartition équilibrée entre les femmes et les hommes, c'est notre préoccupation, hein, bien sûr. On était jusqu'à maintenant avec une répartition entre presque 50-50 entre les femmes et les hommes. Effectivement, Catherine n'a pas souhaité renouveler son mandat. Voilà. Bon, c'est assez récent, hein, puisque c'est pour des raisons de santé, voilà, en toute transparence. Et donc maintenant, il nous appartient de choisir une nouvelle personne pour la remplacer. Et c'est sûr que le critère sera important. Alors, comme vous l'avez dit, après, il faut trouver aussi des personnes qui ont suffisamment de temps à consacrer à la banque. Et là, on s'appuie en général sur le réseau de la banque, sur les différents directeurs, sur les territoires, qui nous font remonter voilà, ceux qui sont déjà clients de la banque, bien sûr, fidèles clients de la banque depuis des années, et puis avec une majorité, avoir des chefs d'entreprise. Alors maintenant, concernant, oui, l'éducation nationale, vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle aussi on avait élargi avec ces CTC, en créant ces conseils territoriaux coopératifs sur les territoires, et à l'intérieur des CTC, on a des personnes effectivement de l'éducation nationale, et pour nous, c'est aussi une sorte de vivier. C'est des personnes qui appréhendent le fonctionnement de la banque et puis qui peuvent donc demain devenir aussi administrateurs. Donc parmi ces CTC, je vous confirme qu'on a des personnes qui viennent du monde de l'éducation nationale. Et c'est également... Alors c'est des sujets sur lesquels on en parle ouvertement au niveau de la banque. On a un comité de nomination qui est en charge justement de pouvoir veiller au bon équilibre au sein du conseil, avec la bonne répartition des activités des différents territoires. Et donc, voilà, ça se fait en toute transparence. Mais en tout cas, je note les points que vous nous avez signalés. Et puis, ça fera que renforcer bien sûr les discussions. Je me tourne vers Dominique Verdier, le président du comité des nominations. Je pense qu'également qui a bien entendu vos interventions et qui prendra compte dans les futures discussions. En tout cas, merci. Une autre question? Oui, madame là-haut. Bonsoir. Actuellement, je suis étudiante, j'ai 19 ans et je me pose beaucoup de questions par rapport à mon futur. Et je voulais savoir si vous avez des projets solidaires pour aider les jeunes de moins de 25 ans pour réaliser leurs projets, etc., pour leurs études, ou pouvoir monter une petite PME pour devenir plus actifs aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue. Écoutez, si vous avez un projet, vous pourrez me le remettre ce soir. Voilà. Il y a ce qu'on appelle en réalité, vous voyez, des liens directs. Il faut toujours les utiliser en réalité. Par ailleurs, on a accompagné un certain nombre d'associations étudiantes. On l'a fait, je regarde aussi Sandrine Richard, directrice de la communication personnelle, très importante dans ce cadre de projet. Donc, il ne faudra pas non plus rater Sandrine ce soir. Par exemple, on a accompagné les Agorae, qui accompagnaient, vous savez, notamment les étudiants dans l'aide alimentaire, notamment pendant le Covid et même après Covid. Et donc, vraiment, on essaie de le faire. Et aussi, parfois, au travers de la fondation, puisqu'on a aussi quelques sujets qui nous sont remontés. Donc, on peut avoir, en réalité, vous voyez, plusieurs canaux. La fondation, ça nous est remonté ou directement par la banque. Donc, on le fait. Donc, je ne vais pas vous donner la liste des projets qu'on a pu accompagner, mais en revanche, je serais très intéressé par découvrir votre projet,
et de voir ce qu'on peut faire en matière d'accompagnement. Et j'ajoute un point, quand on a accompagné d'ailleurs les jeunes dans le cadre des Agorées, on l'a fait aussi parce qu'on avait été avec justement Sandrine à l'université à Lyon 3, et au moment des confinements, on avait vu la désespérance aussi des étudiants à ce moment-là, désespérance psychologique, désespérance parfois économique, peu de moyens même dans l'alimentaire courant. Et ça nous a aussi conduit, vous voyez, à faire des efforts particuliers pour aider justement ces jeunes à retrouver, entre guillemets, post-Covid, un lien normal avec la société, une entreprise comme la nôtre. Si on peut y contribuer, ben, croyez bien qu'on essaiera de le faire. Allez, une autre question. Voilà. Monsieur. Bonsoir, messieurs et mesdames. Approchez le micro. Mais peut-être mettez le micro devant la bouche. Depuis 30 ans, mais j'ai constaté quand même ces dernières années que le recrutement des agents d'accueil au niveau de certaines agences laisse un peu à désirer. Ce n'était pas les agents que nous avons connus dans le passé avec allégresse. Maintenant, on dirait qu'on a même des policières même à l'accueil. Alors, monsieur le directeur, les agences. Vous mettez des policiers dans les agences? Parfois, on est obligé de mettre des agents de sécurité quand il y a des manifestations. Plus sérieusement, oui, parfois ça nous arrive. Après, ce que vous indiquez, ça peut nous interpeller. C'est un sujet quand même d'attention, vraiment. Violaine Belin est présente ce soir. C'est la patronne notamment du marché de proximité particulier et professionnel. C'est un point de vigilance. Il ne vous a pas non plus échappé parfois aussi que les jeunes ont une relation au travail ou à l'entreprise différente. Ça peut être aussi le cas, aussi. Et c'est à nous, effectivement, dès le départ, de leur faire comprendre que quand ils rejoignent notre entreprise, notre banque, qu'il y a une posture à avoir et un sens de l'accueil de nos clients qui doit être le meilleur possible. Donc, ce que vous dites, nous l'entendons, je le comprends. On essaie vraiment de faire en sorte que ça soit entendu. Après, nous sommes aussi, il faut bien le reconnaître, dans des environnements qui sont compliqués. Et le post-Covid aussi était compliqué. Je parlais aussi de la réinsertion, de retrouver un lien normal avec la société et avec l'entreprise. Et je pense que les périodes difficiles qu'on a connues ont pu aussi parfois créer ce sentiment que vous avez exprimé. Mais croyez bien que c'est un point d'attention et de vigilance permanente nous concernant. Et Daniel, on peut en profiter pour tirer un grand coup de chapeau quand même à tous les collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans les agences, parce que aujourd'hui dans notre société, elles sont parfois, ces agences, soumises à un peu de tension quand même, et donc c'est pas toujours simple aussi pour les personnes qui travaillent de faire correctement leur métier. Mais en tout cas, merci pour la question parce qu'elle était pleine de sens. Alors, une autre question. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président. Alors j'avais deux questions, mais il y en a une que vous avez déjà traitée dans les questions écrites. Alors je me contenterai d'un commentaire. C'était sur la part d'intérêt aux parts sociales. Donc vous avez comparé le taux du livret A avec celui des parts sociales, qui est un titre de capital. C'est un choix. En tout cas, la banque est une entreprise capitalistique. Donc le rapport au capital est quelque chose d'important. Et si en 2023, vous pouvez revoir les choses, ça serait très intéressant. Pas simplement pour moi, pour nous tous ici. Non, plus sérieusement, j'avais une deuxième question qui était concernant l'intelligence artificielle, l'IA.
Donc, vous l'avez évoqué rapidement dans une note de conjoncture, mais quelles sont les utilisations pratiques et très quotidiennes qui pourraient arriver dès demain, et pour les clients que nous sommes, et pour les collaborateurs que je crois assez présents dans cette assemblée? Merci. C'est une bonne question, c'est une question compliquée d'ailleurs. J'aurais presque envie de la transmettre à un membre de mon équipe. Je les vois tremblants en se disant sur qui va tomber la question. En fait, dans votre question, il peut y avoir l'opportunité de l'IA pour la banque commercialement, parce que je pense que l'IA aussi peut être facilitatrice dans notre activité au quotidien, très clairement. Et je mets de côté la sortie d'Elon Musk, parce que les sorties d'Elon Musk, il faut les prendre, certainement les laisser, notamment celle qu'il a fait sur l'intelligence artificielle. La deuxième remarque, c'est que le secteur bancaire est certainement le secteur où l'utilisation de l'intelligence artificielle et au-delà de la data et de l'information est la plus contrôlée, et la plus encadrée et la plus limitée in fine, en fait. Alors, en vous disant cela, je ne sais pas si je vous rassure ou si je vous déçois. Ça dépend dans quelle situation vous êtes. Mais on a quand même un champ de contraintes aujourd'hui, nous banquiers, qui est extrêmement, extrêmement limité, que n'ont pas beaucoup de secteurs d'activité. Je ne vais pas parler simplement des entreprises américaines, de la Silicon Valley. Donc l'intelligence artificielle, lui, bien évidemment, elle peut nous aider notamment dans l'interprétation, dans l'analyse parfois comportementale de nos clients, mais l'utilisation in fine qu'on peut en faire, elle est extrêmement, extrêmement limitée. Et puis c'est un peu traité et principalement traité au niveau du groupe, mais que ce soit au niveau du groupe ou au niveau de BPORA, à nouveau, le champ de contraintes est extrêmement fort. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas sur des sujets de robotisation, parce que parfois, on peut passer de l'intelligence artificielle à la robotisation. La robotisation, souvent quand on en parle, ce n'est pas des robots physiques. Quand on dit on a mis un robot c'est un process digitalisé. Donc on peut bien sûr le faire pour gagner en efficacité, pour gagner en productivité, pour gagner aussi en baisse de risque opérationnel. Parce que parfois aussi, ça permet de sécuriser, bien évidemment, les process de notre entreprise. Donc bien évidemment qu'on le fait, mais je pense dans des proportions qui sont, somme toute, assez limitées et, quoi qu'il arrive, très encadrées par ailleurs. Merci Daniel. Allez, encore une. Ici, monsieur, là. Oui, il y a 2 questions, là. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'aimerais... Comment ? Pardon, excusez-moi. Allez-y, monsieur. J'aimerais savoir simplement quels sont les domaines culturels que vous aidez, en fait, aujourd'hui, à la BPRA. BPORA. BPORA, oui. Eric, tu pourras peut-être répondre sur le côté de la Fondation. Parce qu'en fait, sur le volet culturel, il y a 2 champs distincts dans la banque. Il y a les projets qui sont portés directement par notre direction de la communication. Il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas en faire la liste, mais dans le cinéma, dans la projection. Objectivement, on a un nombre d'accompagnements qui est assez important, que ce soit l'Institut Lumière, les Nuits de Fourvière. Mais c'est géré directement par la direction de la communication. Et enfin, au travers de la Fondation, donc on a défini 4 axes. Et dans ces axes, il y a un volet culturel. Et on a même fait en sorte que ça soit le premier projet qui a fait justement l'appel d'un appel. Parce qu'on se disait, post-Covid, un des secteurs qui a le plus souffert, c'est le monde de la culture, dont on parlait beaucoup moins. Et c'est la raison pour laquelle on en avait fait une des priorités de la Fondation. Donc Eric, si tu veux peut-être répondre sur la nature des projets accompagnés par la Fondation. Oui, alors donc dans les projets dans le domaine culturel, donc on peut citer, alors c'est quelque chose qui est assez d'actualité puisqu'on a un appel à projet actuellement sur la culture qui est en cours et on le fait à dessein en ce moment. C'est pour aider un certain nombre de festivals
Alors c'est parfois des choses de petite taille, hein, qui vont être dans des villages, dans des petites villes, qui vont se dérouler au cours de l'été. Voilà, ça, c'est typiquement des projets qui nous sont soumis en ce moment, au mois d'avril, mai, pour qu'au mois de juillet-août puissent se dérouler, avec l'appui de la Fondation, des festivals dans différentes localités ou sur différents thèmes, mais donc toujours liés à la culture. Donc ça, c'est clairement de l'actualité actuellement. Sinon, d'autres points, je pense, qui est intéressant et qu'on essaie de faire, c'est de créer des passerelles entre le domaine de la culture et les autres domaines de la Fondation. Je citerai l'intégration sociale et la santé. C'est faire que la culture, donc des spectacles, des opéras, des théâtres, puissent être accessibles à des personnes en difficulté financière, qui ne vont pas se payer ou qui ne connaissent pas, qui sont loin du monde de la culture. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de faire à cheval sur deux domaines, intégration sociale, culture, ou des personnes qui ont des difficultés de santé, des handicaps qui font qu'ils n'ont pas non plus facilement accès à des musées, à des théâtres, à des opéras. Et donc là, on a aussi ces actions qu'on essaie de privilégier à cheval sur culture et santé, culture, intégration sociale. Voilà. Donc je crois que c'est deux exemples, les festivals et d'un côté des domaines qui sont à cheval sur deux domaines de notre fondation qu'on essaie vraiment de privilégier. Très bien, merci madame. Belle remarque. Je crois, monsieur, vous aviez une question. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ma question est simple. Tout à l'heure, vous avez parlé de la transition énergétique et j'aurais voulu savoir quel est le pourcentage d'investissement de la banque dans la transition énergétique. Parce que ma deuxième question est de savoir si c'est réellement l'avenir ou pas. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses quand même, dans quel domaine on pourrait investir? Alors le pourcentage d'investissement direct de la banque ou via les entreprises que nous accompagnons. C'est deux choses de nature un peu différente. Via la Banque de la Transition énergétique, vous avez vu qu'on avait accompagné un peu plus de 4100 projets pour 330 millions d'euros. Ça, ce sont les investissements via les crédits qui sont alloués à des entreprises et professionnels qui réalisent donc des projets liés au sujet de transition énergétique. Après, comme je l'ai indiqué, il y a BPORA. Et quand on décide de mettre des ombrières sur le parking de Clermont, quand on décide de mettre des panneaux photovoltaïques sur les agences, sachant qu'on en mettra à peu près sur une quinzaine d'agences, quand on décide aussi, dans le cadre de la rénovation de notre siège de Grenoble, de choisir une solution qui va nous permettre quasiment d'être à la neutralité carbone du bâtiment quand il sera intégralement renouvelé, c'est-à-dire fin 2024, a priori. Je regarde Landine et puis Grégoire aussi qui est dans la diagonale. Ce sont de vrais investissements. Voilà. Donc, et je vous dis, on le fait parce qu'on a une responsabilité, parce qu'on a aussi certainement la taille et la capacité financière de le faire, bien sûr. Si on n'avait pas la capacité financière de le faire, on serait certainement contraint à faire des arbitrages. Et je pense qu'à partir du moment où on a un certain niveau de résultat, on peut aussi se permettre de faire ce type d'investissement. Quand on fait ce choix sur Grenoble, il faut savoir que le prix au mètre carré, c'est 20% plus cher, 25% plus cher. Mais c'est un choix qu'on a fait. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est blanc ou noir, bien sûr. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on essaie d'accompagner nos clients. Nous, notre objectif, c'est pas de, pardonnez-moi cet anglicisme, le vice-président me pardonnera quand même, de blacklister des entreprises dont l'activité ne serait pas verte. C'est par contre d'essayer de trouver un chemin avec elles pour justement leur permettre de trouver globalement la bonne trajectoire
la bonne politique, et puis peut-être qu'arriver à terme à un équilibre entre être aujourd'hui globalement être sur la bonne trajectoire en matière de transition énergétique, et puis par ailleurs aussi compte tenu de la remontée du prix de l'énergie, de trouver aussi quelque part un retour sur investissement. Je pense que la crise ukrainienne qui s'est déclenchée le 24 février 2022 a été un vrai coup d'accélérateur, parce qu'on voit bien aussi que c'est des sujets sur lesquels certaines entreprises peuvent trouver aussi des points d'équilibre. Alors certainement sur des durées éloignées, sur 12 ans, 15 ans, 20 ans, mais malgré tout, il peut y avoir des points d'équilibre. Donc on continuera, nous, à investir pour faire en sorte aussi de baisser notre empreinte carbone jusqu'en 2024 et au-delà de 2024, parce qu'on a un objectif intermédiaire en 2024, mais ça sera en tout cas un fil rouge pour Bpora. Merci. Merci à vous. Alors, une dernière ou est-ce que les explications... Allez, peut-être une dernière. Bonsoir à tous. Je suis artisan en plâtrier sur Valence et mon grand désespoir est de voir que la formation des métiers de plâtrier, de chaudronnier se trouve maintenant dans une situation dramatique. Alors, lié au centre AFPA qui est pas très loin d'ici, je trouve dommage qu'il n'y ait pas des investissements qui se fassent du côté des métiers de proximité qui font, à mon avis, de l'emploi durable. Moi, je suis le premier artisan du département et je trouve que dans ce schéma-là, il y a beaucoup d'espoir à créer des entreprises de proximité. Et c'est pour ça que ce partenariat que je souhaiterais de la Banque Populaire avec les centres de formation, on sait déjà que la SOCAMA fait du travail considérable pour l'aide à l'achat de véhicules, mais je voudrais qu'ils s'intéressent de plus près à la défense des métiers au cœur même des centres de formation. Non, mais merci, c'est une bonne proposition, une bonne remarque. On va prendre le point, puisque on a la chance d'avoir la directrice générale de la SOCAMA dans la salle. Donc on va prendre le point. Mais comme vous l'avez souligné, la SOCAMA est déjà très présente. Après, il faut voir la possible ou non extension du périmètre de la banque au travers de la SOCAMA ou pas d'ailleurs. Mais on va regarder le sujet. Très bien. Écoutez, je vous propose peut-être de clore cette séance des questions en espérant que, voilà, que les explications vous aient permis donc de mieux comprendre le fonctionnement de la banque. Alors, à présent, nous allons donc passer au vote des résolutions. Alors, Eric, notre secrétaire donc général, lira le texte de la résolution qui s'affichera sur l'écran. Je demanderai ensuite qui vote contre et qui s'abstient. Et pour chaque résolution, donc, je vous remercie de bien vouloir manifester votre attention à main levée et de confirmer votre vote sur les bulletins papier que vous remettrez aux hôtesses en fin d'assemblée générale. Donc Éric Revet vous indiquera ensuite le résultat des votes par correspondance et des e-votes qui s'ajouteront aux votes exprimés en séance pour constater donc le vote de la résolution. Et le décompte définitif figurera dans le procès-verbal de l'Assemblée générale et sera repris donc sur le site internet de Bpora. Alors on va démarrer avec les résolutions donc à caractère ordinaire, Éric. Alors, première résolution. Voilà, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport sur le gouvernement d'entreprise, du rapport sur la gestion du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels, le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêté au 31 décembre 2022 tels qu'ils y ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Une personne. Très bien. Alors, je vous informe que les votes enregistrés pour cette résolution avant l'Assemblée, par correspondance et par e-vote, donc sont les suivants. Vous les avez à l'écran. Donc, vote pour 29 086 912 voix, vote contre 71 597 voix, abstention 509
161 voix. Donc, en tenant compte de l'ensemble des votes exprimés, la résolution est adoptée. Donc, deuxième résolution, l'Assemblée générale donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 quitus de leur gestion à tous les administrateurs. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Je vous informe donc que les votes enregistrés pour cette résolution avant l'Assemblée, par correspondance et par e-vote, sont les suivants. Donc, vote pour 29 015 016 voix, vote contre 133 216 voix et abstention 519 703 voix. Et donc, en tenant compte de l'ensemble des votes exprimés, la résolution est adoptée. Troisième résolution, c'est la résolution d'affectation de résultats, donc montant du bénéfice net de 131 548 022,64, donc c'est les résultats sur base individuelle, hein, ce n'est pas le résultat consolidé. On a un rapport à nouveau de 69 27 057 euros, avec un changement de méthode. Le bénéfice distribuable, donc 200 575 079,64 euros, et on vous propose donc de l'affecter de la façon suivante. Donc je ne vais pas reprendre l'ensemble des deux, je vais reprendre l'intérêt aux parts sociales, puisqu'on en a parlé, au taux de 2,40. Vous voyez que ça représente 39 297 279,84 euros. Alors ensuite, dans cette résolution qui est longue, on vous rappelle le régime des intérêts aux parts sociales, qu'il sera versé à compter du 24 mai 2023. Et on doit aussi vous rappeler, je ne vais pas les lire, mais vous les voyez, les montants qui ont été distribués au titre des 3 exercices antérieurs, donc 2019, 2020 et 2021. Très bien, merci Eric. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Personne. Très bien. Donc, je vous informe des votes enregistrés donc, par correspondance et par e-vote. Les pour, donc 28 959 440 voix, les votes contre 248 304 voix et les abstentions 461 627 voix. Et donc, en tenant compte de l'ensemble des votes exprimés, la résolution est adoptée. Alors, la quatrième résolution, cette fois, sont les comptes consolidés. Donc l'Assemblée générale, après avoir connaissance des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes au 31 décembre 2022 tels qu'ils y ont été présentés. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une personne. Très bien. Donc les votes enregistrés par correspondance et par e-vote pour 29 049 456 voix, vote contre 75 703 voix, abstention 541 522 voix. Et en tenant compte donc de l'ensemble des votes exprimés, la résolution est adoptée. La cinquième résolution, l'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles de résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code général des impôts, à hauteur de 472 266,20 euros, entraînant une imposition supplémentaire de 121 986,36 euros. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? On a une abstention. Une abstention. Les votes pour, donc 28 749 090 voix, les contre 235 253 voix et les abstentions 691 332 voix. Et donc, par conséquent, la résolution est adoptée. Alors, les conventions réglementées, on en a parlé tout à l'heure, l'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visé à l'article 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Donc les votes pour, 29 16 904 voix, les votes contre, 65 748 voix, les abstentions, 586 136 voix. Et donc, par conséquent, la résolution est adoptée. Donc, nous allons passer au vote des résolutions sur les mandats. Donc, l'Assemblée générale, constatant que le mandat administrateur de M. Lionel Beau vient à expiration, ce jour renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de 6 ans.
qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire, appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice 2028. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote pour 28 646 156 voix, les contre 286 826 voix et les abstentions 737 381 voix. Et donc, en tenant compte de l'Assemblée, de l'ensemble des votes exprimés, la résolution est adoptée. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. La 8e résolution porte sur le renouvellement de mandat de M. Philippe Charveron, qui vient également à expiration. Alors, elle nouvelle pour une période de 6 ans, puisque statutairement un administrateur, c'est une période de 6 ans, mais du fait de l'âge de M. Charveron, c'est dans la limite de 73 ans, qui est la limite du règlement intérieur du Conseil, et donc son mandat s'arrêtera en 2026, lors de l'Assemblée générale qui va statuer sur les comptes de l'exercice 2025. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc vote pour 28 537 812 voix, les votes contre 357 148 voix, et les abstentions 776 658 voix. Donc en tenant compte de l'ensemble des votes, la résolution est adoptée. Félicitations Philippe. 9e résolution, donc l'Assemblée générale constate que le mandat administrateur de M. Dominique Verdiel vient à expiration, le renouvelle pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale, appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice 2028. Qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, les votes pour 28 636 794 voix, les votes contre 273 938 voix et les abstentions 759 610 voix. Et donc, en tenant compte de l'ensemble des votes, la résolution est adoptée. Félicitations Dominique. 10e résolution, l'Assemblée générale décide de nommer Mme Claudine Dozorme en qualité de nouvelle administrateur pour une période qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire, à tenir dans l'année 2029 pour les comptes de l'exercice 2028. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et donc les votes pour 28 740 544 voix, les votes contre 176 476 voix, les abstentions 754 538 voix. Et donc, par conséquent, la résolution est adoptée. Et merci pour elle. Voilà, je note d'ailleurs que les femmes ont des taux d'approbation plus élevés que les hommes. N'est-ce pas, madame? On l'avait tous remarqué, Eric. Bon, alors, Monsieur Thierry Braillard, donc nomination de Monsieur Thierry Braillard en qualité de nouvel administrateur. Même échéance, Assemblée générale à tenir en 2029 sur les comptes de l'exercice 2028. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, les votes pour 28 648 012 voix, les votes contre 232 120 voix et les abstentions 793 105 voix. Et donc, par conséquent, la résolution est adoptée. Félicitations Thierry. Voilà, dernière résolution pour les administrateurs. Donc, l'Assemblée décide de nommer M. Xavier Thierry en qualité de nouvel administrateur pour une période donc jusqu'à 2029, Assemblée générale qui va statuer sur les comptes de 2028. Qui vote contre? Qui s'abstient? Les votes pour 28 697 920 voix, les contre 187 608 voix et les abstentions 784 580 voix. Et donc, là aussi, la résolution est adoptée. Félicitations, Xavier. Alors, l'Assemblée générale doit effectivement aussi constater finalement que Mme Catherine Colin n'a pas demandé le renouvellement de son mandat et elle constate donc que son mandat vient à expiration aujourd'hui. Qui vote contre? Qui s'abstient? Voilà. Très bien. Donc, bon, les votes enregistrés, les e-votes, 28 900 000 et 581 voix, les contre 903 301 voix et les abstentions 663 902 voix. Donc la résolution est adoptée. Et on pense fort à Catherine qui a pas pu renouveler son mandat ou demander le renouvellement de son mandat pour des raisons de santé et qui était une fidèle à la Banque Populaire, une fidèle au conseil d'administration et par son engagement et par
La qualité de ces interventions, la pertinence de ces interventions a toujours beaucoup apporté à notre Conseil. La 14e résolution, donc l'Assemblée générale constatant que le mandat donc, de commissaire aux comptes de la société Mazars viendra à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de 6 exercices qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2029 sur les comptes de 2028. Qui vote contre? Qui s'abstient? Très bien, donc les e-votes et les votes par correspondance, 28 834 618 voix, les contre 169 228 voix et les abstentions 662 226 voix, et donc la résolution est adoptée. Donc on est ravis de pouvoir continuer avec cette belle société, avec le cabinet Mazars. La 15e résolution, donc les indemnités de présence. L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration, décide, en application de l'article 6 de la loi du 10 septembre 1947, de fixer le montant global des indemnités compensatrices du temps consacré à l'exercice de leurs fonctions allouées aux administrateurs à la somme de 450 000 € pour l'année 2023. Qui vote contre? Alors on a un certain nombre de votes contre. 1, 2, 3, 4. 4 personnes. Qui s'abstient? 2. 3 personnes. Donc les votes par correspondance et les e-votes. Donc vote pour 27 663 438 voix, les contre 895 600 voix et les abstentions 1 110 698 voix. Et donc, par conséquent, la résolution est adoptée. Merci pour votre confiance. Alors, le réviseur coopératif, donc l'Assemblée générale nomme, conformément aux dispositions de l'article 36 des statuts, la société donc Amaral, représentée par M. Dominique Wein, agréée par arrêté préfectoral du 14 février 2023 en qualité de réviseur coopératif, sa mission prenant fin au plus tard le 14 février 2028, à l'effet de vérifier la conformité de l'organisation du fonctionnement de l'établissement bancaire et des sociétés de caution mutuelle conformément aux principes et aux règles générales de la coopération ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables, établir le rapport de révision qui sera communiqué aux dirigeants de la société et à BPCE avant d'être mis à disposition des sociétaires lors de l'Assemblée appelée à se réunir au plus tôt en 2024, puis communiqué à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une personne. Donc les e-votes et les votes enregistrés par correspondance, 28 millions les pour 916 891 voix, les contre 104 460 voix et les abstentions 647 648 voix, et donc par conséquent la résolution est adoptée. La 17e résolution, c'est le réviseur coopératif suppléant qui remplacerait le réviseur titulaire si celui-ci ne pouvait pas exercer sa mission. L'Assemblée générale, donc M. Jacques Delescure en qualité de réviseur coopératif suppléant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Et donc, les e-votes et votes par correspondance, les pour 28 892 846 voix, les contre 111 076 voix et les abstentions 665 594 voix. Et par conséquent, donc, la résolution est adoptée. En 18e résolution, l'Assemblée générale a consulté en application de l'article 511-73 du Code monétaire et financier, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, émet un avis favorable sur l'enveloppe globale des rémunérations de toute nature versées durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 aux catégories de personnel visées à l'article L571 du Code monétaire et financier. Donc il s'agissait des preneurs de risques dont on a parlé tout à l'heure, s'élevant à 6 056 193 €. Qui vote contre? Une personne? Deux personnes? 3 personnes. Qui s'abstient? 4 personnes. Très bien. Donc les votes par correspondance et les e-votes, les pour 28 82 087 voix, les contre 521 666 voix
Les abstentions, 1 072 342 voix. Par conséquence, la résolution est adoptée. La 19e résolution, donc c'est la constatation du capital. L'Assemblée constate qu'au 31 décembre 2022, le capital social effectif, c'est-à-dire net des remboursements, s'élève à 1 698 577 920 €, qu'il s'élevait à 1 608 627 712 au 31 décembre 2021 et qui s'est donc accru de 89 950 208 € au cœur de l'exercice 2022. Bon, c'est de l'arithmétique, mais c'est obligatoirement à soumettre à l'Assemblée générale. Ouais. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une personne? Très bien. Les votes par correspondance. Les pour, 29 094 731 voix. Les contre, 103 789 voix. Et l'abstention, 467 194 voix. Et donc, par conséquence, la résolution est adoptée. Alors, on va arriver sur la résolution concernant les modifications statutaires. Donc, elles sont reprises intégralement dans plusieurs slides. On doit être sur 1, 2, 3... 4 slides. Donc moi, je vous propose de ne pas vous lire l'ensemble de ces slides. On a commenté tout à l'heure, il s'agit quand même beaucoup de questions de forme, de formalisme et de forme. Donc je vous propose de passer directement au vote de ces modifications de statut. Qui vote contre? Qui s'abstient? Personne. Donc les votes par correspondance et e-vote pour 28 552 889 voix, les contre 242 837 voix et les abstentions 875 538 voix. Et par conséquent, donc, la résolution est adoptée. Donc ça, c'est la suite de la résolution précédente. Une fois que vous avez adopté l'ensemble des modifications, donc après avoir pris connaissance du rapport, vous adoptez article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais BPOA et dont un exemplaire sera annexé au procès-verbal de l'Assemblée générale. Et vous décidez que les nouveaux statuts entreront en vigueur à compter de ce jour. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote par correspondance et vote, donc 28 millions pour 28 599 048 voix, les contre 230 939 voix et l'abstention 840 666 voix. Et donc, par conséquent, la résolution est adoptée. Voilà, et dernière résolution, résolution habituelle, qui est celle que l'Assemblée générale donne pouvoir aux porteurs de copies ou d'extraits du procès-verbal de l'Assemblée générale pour remplir toutes les formalités de droit. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et donc, les e-votes et votes par correspondance, les pour 28 996 969 voix, les contre 112 381 voix et les abstentions 561 875 voix. Et donc, en tenant compte de l'ensemble de ces votes, la résolution donc est adoptée. Merci à tous donc pour ces votes. Voilà, donc on est sur la fin des votes des résolutions. Toujours un petit peu dense, mais ça fait partie, bien sûr, de l'Assemblée générale. Et donc, il me reste à conclure donc, sur notre Assemblée générale qui est terminée. Donc, les hôtesses vont à présent récupérer vos bulletins de vote. Les résultats que vous venez donc d'approuver, mesdames et messieurs, n'ont pu être obtenus que par l'enthousiasme et le professionnalisme dont l'ensemble des collaborateurs font preuve. Ils sont originaires des territoires de cette grande région, ils en connaissent parfaitement les particularités et je tiens aussi, comme Daniel l'a fait tout à l'heure, à les remercier pour leur mobilisation, leur engagement au sein de la banque. Je salue également l'investissement, les compétences et la qualité de notre comité de direction générale, donc emmené par Daniel Cariotis. Et vous pouvez, mesdames et messieurs, également compter sur l'assiduité, la force, l'engagement des administrateurs, donc ici présents de votre banque pour éclairer la stratégie, sa mise en œuvre, ainsi que sur l'implication des membres des conseils territoriaux coopératifs pour soutenir les actions de proximité. Un grand merci à vous tous, un grand merci sincère et merci encore pour votre présence et votre confiance.
Notre assemblée générale donc est terminée.